15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui les promoteurs de nouveaux projets énergétiques Djibouti-Éthiopie, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie. Et le sud du Liban a de nouveau été visé par des frappes aériennes touchant la ville de Tyr, malgré le cessez-le-feu en vigueur dans un contexte de tensions persistantes. Dans le domaine de la coopération régionale, Djibouti et l'Éthiopie renforcent davantage leurs liens stratégiques à travers de nouveaux projets énergétiques et d'envergure. Une délégation de haut niveau conduite par le PDG de l'Ethiopian Investment Holding a été reçue par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en présence du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, de l'inspecteur général de l'État et du secrétaire général de la présidence. La délégation a annoncé le lancement de plusieurs projets d'envergure entre les deux pays, portés par le groupe Dangote et qui seront déclinés en plusieurs phases. La première phase prévoit la mise en place d'un pipeline destiné au transport des produits pétroliers raffinés depuis le port de Djibouti vers la localité de Dawenle en Éthiopie. La deuxième phase consistera à établir un gazoduc et un oléoduc pour l'export du gaz naturel et du pétrole brut éthiopien depuis les champs pétroliers et gaziers situés dans la région Somalie, d'Éthiopie vers les marchés extérieurs en passant par le corridor de transit djiboutien. La partie djiboutienne a accueilli l'ensemble de ces projets avec enthousiasme et a rappelé le soutien constant de la République de Djibouti au projet de développement de la nation sœur éthiopienne. Ces projets bénéficieront aux deux pays qui œuvreront donc ensemble sans relâche à la mise en œuvre réussie d'infrastructures industrielles vitales pour leur essor. Dans un tout autre registre, la vie politique nationale est marquée par la formation du nouveau gouvernement et les orientations qui lui sont désormais fixées. Eh bien, les grandes orientations stratégiques assignées au nouveau gouvernement pour analyser ses choix et leur implication. Nous écoutons à présent le regard de notre chroniqueur, Talar Adnan. Bonjour Talar. Bonjour Asma. Alors, nouveau mandat, nouveau gouvernement, mais pas vraiment de surprise dans la liste des noms. Est-ce que c'est un signal fort? Qu'est-ce que cela nous dit? Justement, Asma, c'est là que c'est intéressant, parce qu'à première vue, on pourrait dire encore les mêmes. Mais en réalité, c'est un choix assumé et même défendable. Le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a opté pour la continuité maîtrisée. Abdelkader Kamel Mohamed reste Premier ministre. Les ministères régaliens, défense, économie, intérieur sont confiés aux mêmes mains. Et dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, la tension en mer Rouge, l'instabilité dans la Corne de l'Afrique, ce n'est pas anodin. On ne change pas des pilotes en pleine turbulence. Ce que ce gouvernement dit au fond, c'est on connaît les rouages, on ne repart pas à 2-0. Cela dit, il y a du nouveau et c'est notable. Les femmes, 8 d'entre elles au gouvernement, dans des portefeuilles qui ne sont plus seulement sociaux, la santé, l'économie numérique, l'urbanisme. On sort du symbolisme pour entrer dans la stratégie, dans le stratégique, pardon. C'est un signal de méritocratie réelle. Hier a été le premier conseil du ministre, mardi, le discours du premier conseil des ministres. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit au-delà des formules habituelles? Eh bien, c'était donc hier, vous l'avez dit, le premier Conseil des ministres, le discours du premier Conseil des ministres. Qu'est-ce que l'on doit retenir au-delà des formules habituelles? Beaucoup de choses aussi, on le lit attentivement. D'abord, le ton, ce n'est pas un discours de célébration, pas d'autosatisfaction, pas de langue de bois. Le président Guelleh rentre directement dans le vif. Vous avez été choisi, vous êtes attendu. Maintenant, travaillez. C'est presque un discours axé sur le rendement, l'efficacité et l'évaluation. Ensuite, il y a une architecture claire dans ce qu'il dit. 3 niveaux en réalité. Le premier, c'est l'urgence conjoncturelle, les turbulences mondiales, les tensions commerciales, les désordres géopolitiques ne sont pas abstraites. Elles frappent directement une économie comme celle-là, très exposée, très dépendante de ces flux extérieurs. Le président Guelleh ne minimise pas, il dit anticipant, organisant la résilience, protégeant la trajectoire de croissance. Et il demande de renforcer une task force dédiée. C'est concret, c'est opérationnel.
Le deuxième niveau maintenant, c'est la vision de fond. Et là, il y a une phrase qui mérite qu'on s'y arrête. La croissance économique n'a de sens que si elle se traduit en progrès social. C'est une prise de position. On ne gère pas une économie pour les chiffres, on la gère pour les gens. Emploi des jeunes, énergie renouvelable, numérique, réduction des inégalités, tout ça s'inscrit dans une logique de développement inclusif, pas seulement de performance macroéconomique. Et le troisième niveau, peut-être le plus important, c'est la méthode. Le président a introduit des indicateurs de performance, une obligation de rendre des comptes, une culture du résultat. Il demande aux ministres de travailler ensemble, de coordonner, de ne plus fonctionner en CEO, bannir la bureaucratie. Ce sont ces mots, c'est un changement de posture profond, si tant est qu'il se concrétise. Ce discours, finalement, c'est un contrat passé entre un président et son gouvernement au nom du peuple. Et la dernière phrase en dit long sur la pression qui pèse désormais sur chaque ministre. Le peuple djiboutien vous regarde, il attend des résultats, ne les décevez pas, court, direct et sans appel. Merci Tariq Adnan pour cette analyse du discours, donc du premier discours du Conseil des ministres du chef de l'État. Changeons à présent de sujet, direction la Mecque où les derniers pèlerins djiboutiens ont rejoint les lieux saints pour accomplir le Hajj dans des conditions organisées et suivies par les autorités. Par la délégation officielle des affaires des pèlerins djiboutiens. Ce groupe est composé de 280 pèlerins venus accomplir les rites du Hajj dans les lieux saints de l'islam. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence des autorités saoudiennes ainsi que des membres de la délégation officielle djiboutienne mobilisée pour accompagner les pèlerins tout au long de leur séjour en Terre Sainte. Dans une interview accordée à notre envoyé spécial, le vice-président de la délégation officielle, Ousmane Roqe, s'est dit fier des conditions d'hébergement et d'accueil réservées aux pèlerins djiboutiens. Il a salué les efforts des autorités saoudiennes ainsi que ceux des équipes d'encadrement qui veillent au bon déroulement du séjour des fidèles. Il a également assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de permettre aux pèlerins d'accomplir leur rite dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de sérénité. Avec l'arrivée de ce dernier contingent, l'ensemble des pèlerins djiboutiens se trouvent désormais à la Mecque pour poursuivre les préparatifs du Hajj dans un climat de recueillement et de spiritualité. Le vice-président de la délégation officielle chargée des affaires des pèlerins a exprimé sa satisfaction à l'arrivée des derniers contingents djiboutiens en Terre Sainte. Dans une déclaration, il a affirmé être fier d'accueillir les 280 derniers pèlerins venus accomplir le Hajj dans les meilleures conditions. Il a également salué l'organisation mise en place pour assurer un accueil digne et sécurisé aux fidèles depuis leur arrivée jusqu'à leur installation à la Mecque. Les équipes d'encadrement et d'assistance restent mobilisées afin d'accompagner les pèlerins tout au long de leur séjour spirituel. Grâce à cette coordination, les pèlerins djiboutiens poursuivent désormais leur rite, a-t-il dit, dans un climat de sérénité, de foi et de recueillement. Et après leur installation, justement, les fidèles ont entamé les rites de la Umrah dans un climat de recueillement et d'émotion. Après leur installation, les pèlerins ont accompli la Umrah dans une atmosphère empreinte de recueillement et d'émotion. Ils ont effectué le tawaf autour de la Kaaba ainsi que les allers-retours entre Safa et Marwa, marquant ainsi une étape importante de leur séjour spirituel à la Mecque. Nous vous proposons à présent de suivre les images de nos pèlerins djiboutiens à la Mecque. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Et restons sur le registre des relations internationales, cette fois dans le domaine militaire, avec une importante rencontre bilatérale entre Djibouti et le Japon. L'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan a été le théâtre ce matin d'une rencontre bilatérale majeure. Le général de corps d'armée Zakir Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu en visite de courtoisie le général Ushikura Yoraki, chef d'état-major des forces d'autodéfense japonaises. Cette rencontre de premier plan s'est déroulée en présence d'une haute délégation nippone conduite par Okoshi Akihiro, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Djibouti. Dès l'arrivée du détachement officiel japonais à l'hôtel des officiers, le ton de cette journée a été marqué par le plus strict respect de la cérémonie militaire. Le chef d'état-major général des armées a accueilli chaleureusement son homologue japonais, le général Ushikura Yoraki. Les deux hauts responsables militaires ont ensuite procédé à la revue d'un impressionnant dispositif de prise d'armes composé de détachements d'honneur arborant leur tenue d'apparat. Ce moment fort de solennité s'est poursuivi par l'exécution successive des hymnes nationaux des deux pays. Eh bien, la rigueur, la discipline et la précision manifestées lors de cette cérémonie protocolaire ont immédiatement illustré la profondeur du respect mutuel et l'excellence des relations qui unissent les deux nations. Et à l'issue de cet accueil solennel, les deux chefs d'État, accompagnés de leurs délégations respectives, se sont retirés dans le salon de réception pour une séance de travail approfondie. Autour de la table, la délégation japonaise, appuyée par l'ambassadeur Okoshi Akihiro, a fait face aux cadres et officiers supérieurs de l'armée djiboutienne. Ouvrant la séance, le chef d'état-major général des armées a tenu à exprimer sa profonde satisfaction quant au comportement exemplaire
des troupes nippones stationnées sur la base militaire japonaise à Djibouti, saluant leur professionnalisme rigoureux, leur discipline de fer et le respect permanent des lois et coutumes de la nation hôte. Le SEMGA a rappelé que cette attitude constante renforce quotidiennement le rayonnement des deux armées. Il a également dressé un bilan extrêmement positif de la coopération militaire technique qui se déploie avec succès dans les domaines du génie militaire, de la surveillance maritime, de la formation spécialisée, des équipements et du renforcement global des capacités opérationnelles de l'armée djiboutienne, pilier de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Prenant la parole à son tour, le général Youraki a exprimé sa gratitude pour l'accueil d'une qualité exceptionnelle réservée à sa délégation, partageant pleinement le diagnostic sur l'excellence de la coopération bilatérale actuelle. Le chef d'état-major japonais a élargi les débats aux grands dossiers géopolitiques contemporains. Il a notamment partagé l'inquiétude internationale concernant l'escalade des conflits au Moyen-Orient et au Proche-Orient, évoquant de manière précise la menace de fermeture du détroit d'Ormuz et les répercussions systémiques majeures d'un tel scénario sur les flux économiques mondiaux. Et dans ce contexte de haute tension, le général Ushikura Youraki a solennellement félicité la République de Djibouti pour ses efforts inlassables et son rôle moteur dans le maintien de la liberté. Conformément aux usages et à la fraternité d'armes qui caractérisent les rencontres internationales de ce niveau, la réunion s'est clôturée par un échange de présents hautement symbolique. Les deux généraux se sont offerts des distinctions militaires officielles matérialisant l'estime mutuelle, mais également des pièces artisanales et culturelles d'une grande finesse représentative des patrimoines historiques respectifs de la République de Djibouti et du Japon. Ces présents témoignent du fait que la relation entre les deux institutions dépasse le cadre strictement professionnel, strictement opérationnel pour s'ancrer dans une amitié culturelle et durable. Avant le départ de la délégation japonaise, une photographie officielle souvenir a été prise, figeant ainsi dans l'histoire des relations bilatérales cette nouvelle étape d'une alliance stratégique indéfectible au service de la paix. Dans un autre chapitre de développement national, toujours, le gouvernement poursuit également ses efforts dans les infrastructures urbaines et sanitaires. Dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement de Djibouti, un atelier de lancement des activités du quartier 5 s'est tenu ce matin dans les locaux de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, cofinancée par l'Union européenne et l'Agence française de développement, l'AFD, et mise en œuvre par l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Ce projet vise à étendre et réhabiliter les réseaux d'assainissement, améliorer durablement l'assainissement liquide collectif, protéger la santé publique et l'environnement, améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Cet atelier marque le démarrage imminent des travaux dans le quartier 5, ainsi que le lancement des activités de sensibilisation. Celles-ci seront menées par le cabinet Eco-Humanis Consulting en collaboration avec l'UNFD afin d'informer les habitants et de favoriser l'appropriation du projet. À travers cette initiative, le projet PERAD réaffirme son engagement en faveur d'un développement urbain durable et participatif. Et sur le plan international, la situation reste tendue au Moyen-Orient, notamment au sud du Liban, de nouveau touché par des frappes aériennes. Le sud du Liban a été de nouveau visé par une escalade militaire après des frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit, sur la ville de Tyr et ses environs, peu après
des ordres d'évacuation adressés aux civils. Plusieurs infrastructures, dont une clinique et des bâtiments résidentiels et commerciaux, ont été endommagés, provoquant ainsi des scènes de panique et des déplacements de population. Les autorités sanitaires libanaises font état d'un lourd bilan humain depuis le début du conflit, avec plus de 3000 morts, dont environ 700 depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé le mois dernier. Cette nouvelle vague de frappe intervient dans un contexte de forte tension à la frontière israélo-libanaise, alimentant les craintes d'une reprise d'un conflit de grande ampleur dans la région. Et toujours dans cette région sous tension, les réactions diplomatiques se multiplient autour de la sécurité du détroit d'Ormuz, axe stratégique du commerce mondial. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a affirmé qu'aucun pays ne peut, sous aucun prétexte, entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, soulignant son caractère stratégique pour le commerce mondial. Doha insiste sur la nécessité de protéger la sécurité des routes maritimes internationales afin d'éviter toute escalade susceptible de menacer la stabilité régionale et les approvisionnements énergétiques. Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient, alors que le détroit d'Ormuz demeure un corridor essentiel pour les flux mondiaux de pétrole et de gaz. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et très bonne fin de journée à tous.